L'ancienne ville de Jonquière est l'un des 3 arrondissements de la ville de Saguenay. Les industries de l'aluminium et du papier constituent les principales activités économiques de l'endroit. Jonquière est également doté d'un cégep qui a été fondé en 1967 avec ses 3500 élèves, 330 professeurs et 500 employés. Ce cégep est le plus grand de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette institution collégiale offre une panoplie de programmes pré-universitaires ou techniques qui attirent bon nombre d'élèves provenant de d'autres régions. Le programme Arts et technologies des médias a fait la renommée de l'institution. Ce programme forme les étudiants dans les domaines de la production télévisuelle, la radio ou le journalisme. Son programme de technique en génie mécanique concernant l'industrie manufacturière et les technologies avancées jouit lui aussi d'une solide réputation. Enfin, le cégep de Jonquière est renommé pour sa vie étudiante avec de nombreuses activités sociales, culturelles et sportives. Guylaine Potvin est une jeune fille provenant du nord du lac Saint-Jean. Elle vient à peine de célébrer son 19e anniversaire. Elle s'est inscrite au programme d'éducation spécialisée. Guylaine partage un appartement dans une maison sur la rue Panet à Jonquière avec 2 autres copines étudiantes. Ses études se déroulent très bien. Elle est installée dans une ville où la criminalité n'a rien à voir en comparaison des grands centres urbains. Pourtant, un sinistre personnage est aux aguets. Il surveille la jeune fille. Il attend son moment pour l'agresser. Son plan sera difficile à réaliser. Guylaine Potvin n'est pas seule. Il y a 2 colocataires qui sont près d'elle. Le jour, elle étudie. Est-ce que cet homme va renoncer à ses pulsions et tout bonnement rentrer chez lui? Marc-André Grenon n'a pas l'intention de laisser sa proie s'en tirer. Il constate que Guylaine Potvin se retrouve seule dans la nuit du 28 avril 2000. L'occasion vient de se présenter. Il va entrer dans l'appartement de la pauvre victime. Guylaine Potvin a été surprise par son agresseur. Il l'a cruellement battue, agressée, puis étranglée. En matinée, une amie n'a pas de nouvelles de Guylaine, qui ne retourne pas ses appels. Lorsqu'elle entre dans l'appartement, elle s'étonne du grand désordre des lieux. Quand elle se rend dans la chambre de son amie, elle constate avec horreur qu'elle a été agressée avec violence. Elle appelle aussitôt les autorités policières qui arrivent rapidement sur les lieux du drame. C'est le début d'une histoire qui va ébranler et semer la peur chez les étudiants de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce meurtre va retentir à travers toute la province du Québec. Un tueur rôde à proximité des étudiants. Tout le monde ne parle que de ce meurtre. Qui est le responsable? Un autre étudiant? Un tueur en série? En ce mois d'avril 2000, la vie étudiante n'est plus la même. Une jeune fille de 19 ans que ses parents croyaient en parfaite sécurité vient de succomber à une violente agression. À leur arrivée, les policiers en viennent rapidement à la conclusion que l'affrontement entre l'agresseur et la victime a été des plus violents. Guylaine Potvin a tout fait pour se défendre face à une personne bien plus forte qu'elle. Le désordre dans l'appartement est énorme. La victime a de toute évidence été étranglée. Ces 2 colocataires confirment que des photos de Guylaine et d'eux-mêmes sont manquantes, ainsi qu'une bague de finissant. Marc-André Grenon, qui avait enlevé la vie, avait amené avec lui des trophées. L'enquête s'annonçait des plus difficiles. Guylaine Potvin était seule le 28 avril 2000. L'agression était passée inaperçue. Personne n'avait entendu le moindre bruit. Devant l'absence de témoins,
L'enquête connaissait déjà ses limites. Des prélèvements ADN demeuraient le seul espoir pour faire avancer cette affaire. Malheureusement, il n'y avait aucune concordance dans les archives policières. Les technologies de l'époque étaient limitées et ne permettaient pas d'aller plus loin. Alors que l'enquête du meurtre de Guylaine Potvin semblait s'être refroidie, une affaire similaire se produit en juillet de la même année dans la ville de Québec. Une jeune femme d'une vingtaine d'années est agressée dans son appartement dans l'arrondissement de Sainte-Foy. Elle subit de dures violences et est agressée sexuellement, étranglée et laissée pour morte. La jeune femme, dont l'identité ne sera jamais révélée, survit à ce drame. Les enquêteurs ont constaté que l'agression ressemblait étrangement à celle d'avril à Jonquière. Une fois de plus, les échantillons ADN sur la scène du crime ont été prélevés pour établir un profil de l'agresseur. Une percée majeure dans l'enquête va se produire quand les analyses confirment que la même personne est responsable du meurtre de Guylaine Potvin et de la grave agression à Québec. Marc-André Grenon, qui est inconnu des policiers à l'époque, vient de sévir à 2 reprises. Les policiers craignent qu'il ne récidive. Sont-ils face à un nouveau tueur en série? Cet homme n'a aucun dossier criminel. Tel un fantôme, il risque de tuer encore et encore. Guylaine Potvin a été assassinée en avril 2000. Les parents ont enterré leur fille bien-aimée dans la tristesse la plus profonde. L'enquête de son côté semble être rapidement tombée au point mort. Les années ont passé et doucement le traumatisme de ce meurtre s'est peu à peu évanoui. Plus de 2 décennies se sont passées depuis ce drame. Cette affaire n'avait jamais abouti, et bien que les policiers affirmaient que le dossier restait ouvert, les gens semblaient s'être résignés. Plus jamais on ne pourrait mettre la main sur celui qui avait privé une famille de leur jeune fille. Madame Janine Cahouette est la mère de Guylaine Potvin. Une mère ne peut oublier son enfant. Elle avouera que chaque mois d'avril qui passe est difficile pour la famille. Chaque année, la famille honore Guylaine et se pose toujours les mêmes questions. Qui a bien pu commettre ce crime? Paiera-t-il un jour pour ce qu'il a fait? Est-ce que les enquêteurs font tout leur possible pour lui mettre la main au collet? Des questions éternelles et qui ne trouvent aucune réponse depuis plus de 20 ans. La famille continue malgré tout à espérer, mais il leur faut continuer de vivre et d'avancer. Elle sait très bien que les policiers ne peuvent enquêter constamment sur cette affaire. Malgré tout, les policiers n'étaient pas restés inactifs. Bien que l'enquête n'avançait pas, les enquêteurs avaient tout fait en leur pouvoir pour résoudre ce drame. Plus d'1 millier de personnes avaient été rencontrées concernant le meurtre à Jonquière et l'agression à Québec. 30 hommes ont passé un test ADN, mais à chaque occasion, il n'y avait aucune concordance. On commençait à émettre l'hypothèse que le meurtrier était peut-être à l'extérieur du pays. La science de l'ADN n'a cessé de faire des progrès depuis 30 ans. Les 2 scènes de crime à Jonquière et à Sainte-Foy ont permis des prélèvements ADN. Il y avait toujours un espoir qu'un jour, un meurtrier de Guylaine Potvin
pourrait être arrêté. Les progrès en génétique médico-légale et une base de données toujours plus abondante ont permis d'identifier de façon certaine Marc-André Grenon dans ces deux affaires. La généalogie génétique a permis aux enquêteurs de relier Marc-André Grenon à Guylaine Potvin. L'analyse des liens entre l'ADN et des profils génétiques enregistrés de proches parents a mené directement à un nom de famille, Grenon. L'enquête a révélé que Marc-André Grenon habitait à Chicoutimi, l'arrondissement voisin de Jonquière, en avril 2000. Peu après le meurtre, il a quitté la ville. Une fois que Grenon est devenu le premier suspect, les policiers l'ont mis sous haute surveillance. Il fallait absolument se procurer son ADN pour confirmer son implication. Un agent l'a discrètement suivi dans un cinéma. À la fin de la représentation, Grenon a jeté un verre de carton à la corbeille. L'agent a ramassé ce verre pour analyse. L'échantillon ADN prélevé a parfaitement concordé avec celui de la scène du crime. Il n'y avait plus aucun doute. Marc-André Grenon était l'homme recherché depuis plus de 2 décennies. En novembre 2022, plus de 22 ans après les faits, les policiers ont procédé à son arrestation à son domicile à Granby. Marc-André Grenon a été accusé de meurtre prémédité et d'agression sexuelle pour Guylaine Potvin en avril 2000 et de tentative de meurtre et d'agression sexuelle pour la jeune femme de 20 ans de Québec en juillet de la même année. Le procès s'est déroulé au palais de justice de Chicoutimi. La défense avait bien peu de choses à présenter pour tenter de sauver Grenon. Les preuves amassées contre lui étaient solides et semblaient difficilement contestables. Des photos de la scène du crime et de Guylaine Potvin ont été présentées aux 12 jurés. Marc-André Grenon, impassible, a assisté à ce procès avec un policier en permanence à ses côtés. Durant le procès, les avocats ont plaidé que Grenon s'était introduit dans l'appartement de Guylaine Potvin dans l'intention de commettre un vol. Surpris par la jeune femme, une altercation serait survenue avec des conséquences mortelles pour Potvin. Ce plaidoyer avait pour but d'obtenir un verdict de meurtre au second degré, car Grenon avait avoué être le responsable de ce meurtre. Il semble que ce plaidoyer n'a guère ébranlé les jurés. Le 20 février 2024, il aura fallu moins d'1 heure pour déclarer Marc-André Grenon coupable de meurtre prémédité et d'agression sexuelle grave sur la personne de Guylaine Potvin. Grenon a écopé une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération avant 25 ans. Au moment de sa condamnation, Grenon était âgé de 47 ans. Il y avait maintenant près de 24 ans que les proches de la disparue attendaient ce moment. Pendant 5 semaines, ce procès a captivé la région entière. À l'annonce de ce verdict, des cris de victoire et des pleurs se sont fait entendre dans une salle remplie de spectateurs. Le juge François Huot de la Cour supérieure du Québec a immédiatement prononcé la sentence. Il a demandé à Marc-André Grenon s'il avait des excuses à présenter aux parents de Guylaine Potvin. Grenon a froidement répondu non. Le juge a été profondément irrité par cette réponse et il a parlé durement au coupable. « Vous êtes un lâche, vous êtes un peureux, vous êtes un pleutre, vous me comprenez? Vous avez passé 22 ans à vivre avec une liberté injustifiée, à vous lever tous les matins comme si de rien n'était, à vous regarder dans le miroir tous les matins. Comment pouviez-vous faire ça? Pendant ce temps, Guylaine, elle gisait 6 pieds sous terre.
Pourquoi? En raison de votre dépravation morale, de votre immoralité sexuelle, en raison de votre instinct de tueur. Je n'éprouve que du dégoût et du mépris pour les gestes que vous avez posés le 28 avril 2000. Les parents de Guylaine Potvin, M. Romuald Potvin et Mme Janine Cahouette, auront au moins la satisfaction de voir le meurtrier de leur fille condamné de leur vivant. Mme Cahouette a affirmé à la sortie du procès que c'était la dernière page de ce long chapitre de leur vie respective. Le juge Huot n'a pas manqué de féliciter le travail des enquêteurs qui n'avaient pas lâché prise dans ce dossier. En ce qui concerne la violente agression sur la jeune femme de 20 ans en juillet 2000, Marc-André Grenon a plaidé coupable aux accusations au Palais de justice de Québec le 7 juin 2024. Il a reçu une sentence de 20 années à purger concurremment avec sa peine précédente. On doute qu'il soit remis en liberté un jour. L'arrestation de Grenon, 22 ans après les faits, est l'exemple le plus parfait, démontrant que nul n'est désormais à l'abri de la justice, peu importe le temps écoulé. Les progrès de la science en génétique et dans l'ADN permettent maintenant de résoudre des affaires irrésolues depuis des décennies. Hommage à Guylaine Potvin, victime d'un sinistre personnage. La découverte et l'évolution de l'ADN, puis de la généalogie, est tout simplement fascinante. En 1953, James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont découvert la structure en double hélice de l'ADN. Durant les années 70, les premières techniques de séquençage de l'ADN permettent de lire l'information génétique à partir du sang, de la salive ou des tissus. Alec Jeffreys découvre en 1984 les empreintes génétiques, une méthode d'identification individuelle à partir de l'ADN. C'est le début de l'introduction des prélèvements ADN qui permettent de résoudre des affaires criminelles irrésolues. En 1986, grâce à un prélèvement ADN, Colin Pitchfork est formellement identifié comme le meurtrier de 2 jeunes filles. Cette affaire devient la première qui est résolue grâce à cette science. L'ADN est introduite aux États-Unis en 1988 et elle va connaître des avancées scientifiques constantes. Dans les années 90, d'importantes bases de données commencent à se développer aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les prélèvements ADN deviennent une procédure courante dans les enquêtes ainsi que dans le domaine médical pour les tests de dépistage génétique pour les maladies héréditaires ou des cancers. D'importants sites de généalogie comme Ancestry ou GetMatch voient le jour et sont d'une aide précieuse pour la justice. L'ADN peut servir à identifier un suspect ou une victime dans une enquête policière. Elle sert également dans des catastrophes naturelles, des conflits armés ou dans des recherches archéologiques. L'arrivée de la science de l'ADN a révolutionné le monde médical et criminel. Mais il est indéniable que l'arrivée de la généalogie génétique a permis de faire un pas de géant dans le domaine. La généalogie génétique combine les analyses génétiques avec la recherche généalogique. Cette discipline permet de remonter de plusieurs générations en arrière et d'ainsi remonter le temps jusqu'à des meurtres qui se sont produits dans les années 50 ou 60.
L'ADN contient des informations sur nos ancêtres et nos liens familiaux. Il existe 3 principaux types d'ADN. L'ADN autosomique, pour identifier des parents proches jusqu'à 7 générations. L'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, utile pour suivre les lignées maternelles. L'ADN du chromosome, transmis uniquement par les hommes, utile pour tracer les lignées paternelles. La généalogie intervient par la suite avec des entreprises comme Ancestry, MyHeritage ou GetMatch. Ces sites contiennent présentement des millions de profils ADN. Les résultats ADN sont comparés avec des registres généalogiques comme des certificats de naissance, de mariage ou de décès. Par la suite, l'arbre familial est identifié avec les ancêtres jusqu'aux parents vivants. Depuis 2018, la généalogie génétique est au service des affaires criminelles et a contribué à résoudre des dizaines d'affaires irrésolues. L'exemple le plus célèbre des dernières années est très certainement celui du Golden State Killer, Joseph DeAngelo, qui a été arrêté en 2018. DeAngelo avait tué dans les années 70. La généalogie génétique a permis de le retrouver. C'est cette même méthode qui a permis l'arrestation de Marc-André Grenon, 22 ans après s'être rendu coupable d'un meurtre. La généalogie génétique et l'ADN sont des outils redoutables pour rechercher des criminels. Dorénavant, nul ne peut cacher ses origines. Il est maintenant possible de revenir jusqu'à 7 générations en arrière. Des parents non déclarés sont maintenant identifiables. Des dizaines de cold cases ont été résolus et ce n'est que le début. La science est au service de l'homme.